C'est génial. Bonjour. Mercredi 12 septembre 1973, après avoir pris son bain de soleil sur sa terrasse, il quitte son appartement à 16h30 pour se rendre chez son coiffeur. Ce jour-là, et inspiré par le chanteur anglais David Cassidy, Claude François adopte une nouvelle coiffure. Désormais, il apparaît avec une raie au milieu du cuir chevelu. Cette date et l'anecdote qui l'accompagne font partie des 14 284 répertoriés dans cet ouvrage qui détaille l'agenda de toute la vie de Claude François. Pour en parler, je reçois son auteur. Bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour. Merci d'être en direct sur Figaro Live aujourd'hui avec nous. Vous êtes historien de la chanson française. On vous retrouve régulièrement sur France 2 aux côtés de Patrick Sébastien dans Les Années Bonheur, depuis plus de 12 ans d'ailleurs. Et depuis 1992, vous assurez, aux côtés de Claude et Marc François, qui sont les enfants de Claude François, le développement artistique de la carrière posthume du chanteur. Fabien Lecoeuvre, Claude François, il est décédé depuis près de 40 ans aujourd'hui. On n'avait pas tout lu, tout entendu sur ce chanteur ? Oh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, en tout cas, durant ces presque 40 années, date anniversaire de sa disparition. Non, on n'avait pas forcément tout dit, en tout cas pas l'essentiel. Déjà, il fallait resituer le contexte pour les jeunes générations, savoir qui était Claude François. Oui. À part un chanteur sautillant en télévision, dans des hommages réguliers, c'est important de resituer, en tout cas, le personnage, à mon sens. Et puis en même temps, lorsqu'on met le nez dans le planning d'une personnalité, d'un chanteur, particulièrement dans cette décennie 60-70, on s'aperçoit qu'il avait une vie trépidante. C'est le mot, c'est un tourbillon sa vie. C'est un tourbillon. C'est-à-dire que... Il ne l'était pas que sur scène, on va dire. Non, mais c'est hallucinant. Alors ça dévoile aujourd'hui une chose importante psychologiquement, c'est que c'est un homme qui ne supportait pas d'être seul, qui avait une crainte et une peur, une angoisse de la solitude, incontestablement. Et puis on s'aperçoit qu'il avait l'angoisse du lendemain. Parce qu'il est très habité par la mort, qui quelque part le préoccupe, évidemment. Et non, je pense qu'on n'avait pas encore tout dit. C'est une commande de mon éditeur, évidemment, qui m'avait dit on voudrait l'ultime livre sur Claude François. Vous en avez écrit vous-même déjà un certain nombre. 9. Il fallait faire le 10e. J'ai dit qu'est-ce que je peux faire? Et c'est en rentrant de Los Angeles, où j'étais parti voir mon ami Michel Polnareff, dans une librairie, je vois un livre des Beatles qui s'appelait le Day by Day. Et je dis, tiens, je l'achète. Je dis, c'est pas mal d'avoir fait la vie jour après jour des Beatles. Oui, c'est une biographie un peu différente de celle à laquelle on et c'est très nouveau comme style, en fait. Tout à fait. En France, on connaissait cet exercice sur le général de Gaulle, c'est tout. Personne n'avait osé faire cet exercice sur un artiste disparu contemporain. Alors, quand on lit votre livre, Fabien Lecoeuvre, on a l'impression de découvrir les prises de notes d'un détective privé, pratiquement. Horaire précis, planning du jour, déplacement, tout est vraiment répertorié dans les moindres détails. Comment vous avez fait pour récupérer autant d'informations? Alors, comme chacun le sait, je suis expert pour les tribunaux depuis 9 ans maintenant, dans des reconstitutions de carrière entre les chanteurs et les litiges avec maisons de disques ou maisons d'édition, ou dans les cas des successions, quand il y a d'importantes ventes aux enchères d'objets ayant appartenu à des célébrités. Et donc, j'ai eu l'opportunité de tomber un jour sur les agendas de Claude François, qui avaient été volés à sa disparition et qui sont passés par mon bureau pour être expertisés. C'était un pur hasard. J'ai racheté ces agendas, évidemment. Et puis, j'ai racheté d'autres carnets de répétition de ses studios, des répétitions des Claudettes, d'anciens collaborateurs, d'anciens directeurs artistiques, patrons de maisons de disques, régisseurs. Des fans aussi, peut-être? Alors, des fans, ça a été un deuxième travail pour moi, de vérification, une fois que j'avais tout mis en page, en tout cas. Parce que les horaires de Claude François, c'était les siens, dans lesquels il avait noté 16h, rendez-vous, coiffeur, studio ou télévision. Réellement, il n'arrivait pas à 16h chez le coiffeur, il arrivait à 18h10. C'est-à-dire que j'ai la preuve aujourd'hui de ces légendaires retards. Donc j'ai dû aiguiser l'agenda de Claude François sur les notes qu'avaient prises tous ces fans qui couraient derrière sa voiture, qui l'attendaient en bas de ses bureaux, en bas de son domicile, etc. Et j'ai comparé les horaires. Parfois ça tombait et des fois c'était une catastrophe. Il était prévu sur scène, il arrivait sur scène contractuellement à 23h, réellement il arrivait à 0h15 du matin. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans la salle. Alors vous, le spécialiste de Claude François, vous avez découvert vous, des informations que vous ignoriez en faisant ce travail-là de petites fourmis? Oui, notamment dans les séparations avec ses compagnes. Oui.
Je pense notamment à une fille qui s'appelle Sophia, qui a été une fiancée pendant, on va dire, pratiquement 4 années de Clo-Clo. Sur les dernières années, sur les dernières années, on va dire entre 72 et 76 à peu près. Et on ne savait pas pourquoi l'histoire s'était interrompue. On avait dit que la fille voulait avoir un enfant, lui n'en voulait pas, il en avait déjà 2, enfin bon. Et pas du tout en fait. La vraie histoire, ça a été transcrit sur ses agendas, puisqu'il en a parlé, il a mis des notes, etc. Et ça m'a été confirmé par ses fans qui attendaient en bas de chez lui. En fait, elle a trouvé dans ses carnets, dans ses affaires personnelles, un petit bloc-notes avec 300 noms de jeunes filles et avec des notes de 1 sur 10. Évidemment, tout ça de la main de Claude François. Quand il est rentré à son domicile, Sophia, pour ne pas la nommer, a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce carnet? C'est bien ton écriture ?» Non, non, pas du tout. Je ne suis pas au courant. C'est quoi ce carnet? On m'a mis ça dans mes affaires. C'est curieux. Sophia est descendue de l'appartement voir les fans qui attendaient en bas du domicile. Et puis elle a dit, vous reconnaissez l'écriture de votre chanteur? Non, non, pas du tout, pas du tout. Tout le monde était complice, évidemment. Elle n'a pas supporté et elle l'a quitté finalement en raison de ce fameux carnet, ce calepin, avec des annotations personnelles de jeunes filles. Alors on savait que Claude François était d'une exigence redoutable, cette exigence qui frôle d'ailleurs parfois la tyrannie. Et bien dans votre livre, ça saute aux yeux littéralement dans le détail de son agenda. Les rendez-vous chez le coiffeur, les notes de service destinées à ses collaborateurs, les consignes au magazine Podium. Qu'est-ce que cette organisation millimétrée disait de sa vie? Il était inspiré par l'école américaine, la fameuse méthode de Peter, on va dire. Et puis, il voulait être le patron absolu de son histoire et de ses bureaux, de son entreprise. D'abord, il n'engageait que des gens qui avaient beaucoup d'admiration pour lui, déjà. C'est-à-dire que si on n'avait pas acheté un disque lorsqu'ils étaient adolescents ou enfants, on ne pouvait pas rentrer chez Claude François. C'est ça, déjà, c'est quand même la consigne première. Si quelqu'un aimait Michel Fugain ou Johnny Hallyday, ce n'était pas possible à l'époque. Donc déjà, il y avait le culte de la personnalité, il avait cette espèce d'organisation autour de lui. Mais en même temps, on comprend que finalement, c'est une règle de base. Aujourd'hui, vous allez chez n'importe quel artiste de notre temps, chez Julien Doré, vous allez chez une Farmer ou chez un Florent Pagny. Je pense qu'eux-mêmes ont cette sensibilité-là de travailler qu'avec des gens qui les aiment. Donc ils savent la fidélité absolue, on va dire. Oui, parce que déjà, ça change la discussion, le regard et tout simplement la manière de travailler avec la personne. Et puis vous avez un ascendant sur ces mêmes personnes. Bien sûr. Quand vous êtes le gourou, quelque part. Elles sont corvéables, on va dire. Évidemment. Donc il y avait déjà cette condition première qui conditionnait toute l'entreprise autour de lui. Et elles n'étaient pas les mêmes, ces employés de bureau, évidemment, quand il n'était pas là ou quand il était là. Quand il arrivait dans les bureaux, il y avait une espèce de tension, parce qu'elles voulaient toutes le séduire, toutes aussi, ses collaboratrices. Arrêtons-nous justement quelques instants sur certains documents que vous avez glissés dans cet ouvrage. Il y en a un en particulier qui vous appelez la checklist secrétaire, enfin c'est lui qui l'a nommé comme ça. Lorsque le chanteur engage un nouveau secrétaire ou un chauffeur, il leur demande d'apprendre par cœur ce document qu'on voit à l'image en ce moment. C'est énuméré de 1 à 7 et par exemple sur la 7e consigne, c'est ne pas oublier mes lunettes, il faut qu'elles soient propres quand je quitte mon appartement, quand je n'en ai plus besoin, il faut les remettre dans leur étui et l'étui retourne dans le sac. Ne jamais me perdre mes lunettes, il faut vraiment faire attention. C'est incroyable parce que... Il avait ce souci du détail. Le souci du détail, bien sûr. Mais et aussi d'imposer une espèce de, comme vous le disiez, de pression maximale sur je veux que les choses soient dans cet ordre-là et pas dans un autre. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne voyait... Moi, j'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises, soit sur des plateaux de télé, soit j'ai vu des concerts. C'est-à-dire qu'on ne le voyait en dehors des plateaux de télévision, de ses bureaux ou de la scène, on ne voyait jamais les yeux de Claude François, jamais. Il était toujours dissimulé derrière des lunettes noires. Et moi, un jour, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi Claude? Je vous voyais, parce que moi, je commençais mon métier, c'était le grand Claude François. Et je disais, mais pourquoi Claude? Alors, une question un peu naïve et débutante, on va dire, mais quand même. Je dis, mais pourquoi on ne voit jamais la couleur de vos yeux, Claude, et vous portez toujours vos Ray-Ban sur le nez? Il m'avait dit, tu dois savoir que le regard d'une star ne doit jamais croiser le regard d'un autre. Et là, cette phrase, je l'ai gardée dans l'oreille, évidemment, longtemps.
Et aujourd'hui, finalement, c'est une vraie et juste définition du star system. Non pas qu'il était prétentieux ou orgueilleux dans son star system, mais il avait la conscience des choses et de ce qu'il était. Par exemple, il ne sortait jamais en marchant lentement dans la rue entre la porte de son bureau et son véhicule garé en double fil. Il courait toujours. Parce qu'il voulait absolument laisser un parfum, une trace de parfum. Ça faisait partie psychologiquement de la séduction, évidemment, de ses fans. Et en même temps, il ne fallait pas le voir longtemps. Ouais. Donc c'est toute une force, c'est très important. Tout était calculé, c'est absolument incroyable. Oui, alors calculé, pas dans le mauvais sens, organisé, on va dire. C'est-à-dire qu'il avait, il avait besoin, en tout cas, d'organiser son star system pour qu'on ait toutes ces informations, finalement. Il fallait qu'il y ait des fuites de planning de son bureau. Alors c'était les secrétaires, les collaborateurs, qui laissaient fuiter les déplacements de Claude François, le mardi, le vendredi chez son coiffeur, le surenregistrement le lundi, le dimanche soir. Comme s'il y avait forcément des grappes de gens postés devant les endroits où il avait rendez-vous. Et vous savez pourquoi, Charlotte? Parce que c'était un baromètre de popularité. Moins il y avait de gens devant sa porte, plus il était inquiet. À partir du moment où il y avait 25 filles tous les jours en sortant de chez lui ou en arrivant à son bureau, il savait qu'il était au zénith du succès. Et c'est très important pour un chanteur, même encore aujourd'hui. Alors vous parliez des yeux de Claude François, mais justement il y a un autre document dans votre ouvrage qui est une carte postale. C'est l'épreuve originale du BAT, qui est un bon à tirer adressé à Claude François avant l'impression de ces nouvelles cartes postales à apparaître en décembre 77, d'après une photographie du photographe Gilles Ben-Simon. Le chanteur valide ce document sous réserve de quelques modifications. Et on les voit, ces modifications. Il dit « Les yeux doivent être bleu clair, sinon c'est non ». Donc il estime qu'ils ne sont pas assez bleus. Les cheveux sont trop foncés, donc il faut les éclaircir. J'ai fait retirer du rouge pour que l'œil soit plus clair et le teint moins brique. Oui, son physique était essentiel. D'abord, c'était le petit prince pour des millions de jeunes filles à l'époque. Et donc, il y apportait un soin particulier et personnel. C'est-à-dire qu'il avait les yeux bleu-vert à peu près, un peu comme vous d'ailleurs. Et alors, il fallait absolument que je ne suis pas la fille de Claude François. non, je ne vais pas dire ça. Mais il fallait vraiment que ses yeux soient vraiment de la couleur de ses propres yeux, parce qu'il était très, très à l'écoute et très au regard de ça en tout cas, parce qu'il fallait absolument séduire tout le temps, toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Claude François, il était Claude François en sortant de sa chambre à coucher. C'est très important de comprendre ça. À l'inverse des idoles d'aujourd'hui, qui rentrent dans une panoplie sur scène pour être Patrick Bruel, pour être tous ces grands artistes d'aujourd'hui. À la dernière minute, on va dire. Oui, c'est-à-dire que voilà, lui, il était tout le temps Claude François et en représentation. À partir du moment où il sortait de sa chambre à coucher ou de son appartement. Et ça, il faut bien comprendre ça. Donc il savait que son physique, c'était un atout de séduction très important pour toutes ces jeunes filles qui achetaient les magazines. On est dans une époque où il n'y a pas encore les réseaux sociaux ni Internet. Donc il fallait tout le temps séduire d'une quelconque manière. Il l'aimait être impeccable tout le temps. Mais justement, à propos de ce côté impeccable, j'ai ouvert cette émission avec une anecdote concernant sa nouvelle coupe de cheveux. Il apporte évidemment un soin, comme vous voulez dire, à son physique, mais ce n'était pas une nouveauté, on le sait ça. Mais encore une fois, votre livre montre à quel point son agenda était régi par ses rendez-vous, justement pour prendre soin de lui. Il a des rendez-vous très réguliers chez son coiffeur Marc Hinault. Il va régulièrement à l'Institut Carita, où il se faisait faire des nettoyages de peau. C'est un physique... Oui, c'est 2000 heures obsédé, en 15 ans de carrière, c'est 2000 heures chez le coiffeur, par exemple. Ça représente 2 mois et demi, jour et nuit, chez un coiffeur. C'est en 15 ans de carrière. C'est considérable, je peux vous dire. Non, c'est-à-dire qu'il avait besoin, en tout cas, d'avoir un style, une identité. Il apportait un soin particulier, il avait cette précision des choses, il savait qui il voulait être. Au fil du temps, il s'était dessiné un visage, quand on regarde bien finalement, à travers les coupes de cheveux, à travers les costumes. Il était identifiable et très imité d'ailleurs en son temps. C'était un personnage, il avait créé son personnage. Et c'est pour ça qu'il était très agacé lorsqu'on se moquait de lui dans sa propre équipe. Un jour, le photographe Gilbert Moreau, qui a été longtemps son photographe à Podium, il y avait le film qui sortait dans les années 70, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Évidemment, ils avaient fait avec Pierre Richard, qui est un succès considérable en 72-73. Et Mireille d'Arc, si je ne me trompe pas. Absolument. Bien sûr. Et alors, c'était quand même incroyable, c'est que dans la rédaction de Podium, de son propre journal, ils avaient fait un plagiat de l'affiche avec le petit blond avec une chaussure rouge. Et là, je pense qu'il n'a pas du tout aimé. Donc les gens se permettaient quand même autour de lui. Ah oui, mais il y a eu une mise à pied. Il n'avait pas beaucoup d'humour, Claude François. Mais, en tout cas d'autodérision. Non, mais tous les artistes, d'une manière générale, n'ont pas d'humour avec eux-mêmes. Parce que c'est tellement difficile, et on ne faut pas leur en vouloir, c'est tellement difficile d'arriver, finalement, à un poste, à une situation, comme ils en ont rêvé, avec souvent
des yeux d'enfant. Oui. Et quand ils arrivent et qu'un type se permet une réflexion assassine pour eux-mêmes, oui. C'est injuste. Et oui, parce qu'il y a aussi tout le travail en amont. Non, mais la difficulté hein. pour la réussite. Oui. Vous savez combien de chanteurs n'ont pas réussi entre 1960 et 1980 mais des centaines de milliers. Pour ceux qui ont réussi, pour qu'une poignée ont réussi, aucun artiste, moi je connais bien l'envers du décor et vous le savez, Charlotte, aucun artiste n'a d'humour avec lui-même. Aucun. Je peux vous dire, tous. Ils sont tous pareils. Ils ont de l'humour avec les autres, avec des situations cocasses pour les autres. Ouais. Si c'est eux-mêmes qui sont en scène, je peux vous dire que c'est toujours moins drôle. Alors on apprend que son destin aurait pu basculer à Claude François plusieurs fois pour des raisons familiales. D'abord, le samedi 10 novembre 1956, Claude François est installé à Monaco après avoir quitté avec sa famille l'Égypte et son père se voit offrir un poste en Australie. Donc ils auraient pu tous bouger là-bas. Ce que personne ne savait. Et personne n'a voulu y aller. C'était une super promotion pourtant. Il avait 18 ans, Claude François à l'époque. Ouais. Et non, il n'est pas allé en Australie. Ça aurait pu être aussi un basculement de destin par choix. Le samedi 15 décembre 1973, accompagné de Sophia, Clo-Clo quitte son domicile à 17h pour se rendre en taxi à son garage situé boulevard Suchet à Paris afin de récupérer sa Mercedes. Puis il passe chez son coiffeur, Marquino, rejoint le boulevard Exelmans à 18h15. Interrogé par ses fans devant la grille de son bureau, le chanteur annonce vouloir tout quitter pour aller s'installer aux États-Unis ou au Japon. Là encore, il ne l'a pas fait. Oui, non, c'était son rêve. La dernière année de son existence, il avait prévu de faire une grande scène parisienne en octobre 78, une tournée d'été, bien sûr, durant l'été, et de s'installer aux États-Unis, en Californie, avec sa fiancée Kathleen, qui était californienne d'ailleurs de naissance. Et donc c'était pour lui, parce que le rêve, c'était l'Amérique, incontestablement. Il avait ouvert déjà avec l'International en se produisant en Angleterre, sortant des albums en Angleterre, en triomphant sur la scène du Royal Albert Hall de Londres. Et pour lui, c'était le rêve. Le passeport pour l'Amérique, c'était la chanson Comme d'habitude, qui était devenue My Way sous la plume de Paul Anka, et qu'à un moment donné, il savait que c'était un atout majeur pour commencer une carrière américaine. Bon, le destin, on a décidé autrement, finalement. Mais c'était un rêve. Mais si vous parlez avec Johnny Hallyday, avec Richard Anthony, avec des gens comme Sylvie Vartan, avec Petula Clark, tous ces gens ont été nourris par l'Amérique. Oui. C'était le rêve américain. Et ils auraient pu avoir une carrière aux États-Unis. Totalement, pour certains. Clo-Clo a été chanté par Elvis Presley avec My Boy, parce que je t'aime mon enfant, par Sinatra, par tout un tas de grandes stars américaines. Donc pour lui, d'abord c'était un accomplissement formidable dans son existence, mais rien n'était impossible. Les portes de l'Amérique étaient complètement ouvertes pour lui. Est-ce que ça aurait marché? Personne ne le dira aujourd'hui. Mais en même temps, c'est tous ces enfants de l'Amérique, comme je les appelle moi régulièrement, n'avaient qu'un rêve en tête, c'est l'Amérique. D'ailleurs, tous ces chanteurs, de Sardou à Johnny à Sylvie Vartan, ils l'ont chanté l'Amérique. Et ils se sont tous installés aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Tous. Alors ils en sont revenus, mais ils se sont tous au départ installés aux États-Unis. Pourquoi? C'est un rêve d'enfant. Et vous le savez, on ne guérit jamais de son enfance. C'est sûr. C'est ça le vrai problème majeur de ces grandes idoles des 60, peut-être jusqu'aux années 80. Le destin de Claude François, il aurait pu basculer aussi de façon dramatique. Le jeudi 25 février 1965, durant les répétitions de son spectacle à Abbeville, les planches de bois de la scène cèdent sous ses pas de danse et Claude François tombe de 6 mètres plus bas. Le dimanche 17 mai 1970, vers 16h, en remontant sur Paris en voiture, il est victime d'un très grave accident de voiture. Sur la 7, le pneu arrière droit de la Lincoln Continental explose. Il aurait pu mourir. Le vendredi 5 septembre 1975, là c'est encore plus surprenant, il échappe miraculeusement à la mort après avoir été projeté de plusieurs mètres dans le hall d'un hôtel. En sortant de l'ascenseur, il y avait un attentat. L'IRA avait fait un attentat à Wilton à Londres. Au moment où il descend de l'hôtel, dans le hall de l'hôtel, la porte de l'ascenseur s'ouvre et à ce moment-là, une bombe explose dans le hall. Il y a eu 2 morts. Hein. Il y a eu 2 morts et c'est la femme qui a été broyée devant ses yeux, qui l'a protégée quelque part. Oui. Et heureusement qu'il avait oublié dans sa chambre ses écouteurs pour le studio. Donc il est remonté les chercher. Il a gagné finalement la minute qu'il aurait peut-être tué dans le hall de l'hôtel Hilton à Londres. C'est absolument incroyable. Quel rapport avec Claude François, justement, avec son destin? Il se disait avoir beaucoup de chance, un peu comme Aznavour, qui a une forme de baraka. Et en même temps, on peut penser, quand on regarde son agenda aujourd'hui, qu'il a voulu vivre vite, intensément. Peut-être avec ce sentiment intérieur, mais là, personne n'en a jamais discuté avec lui, qu'il n'allait peut-être pas accomplir jusqu'au bout les choses. En tout cas, que la vie n'allait pas lui laisser. Il avait l'instinct de l'urgence. Je pense que quand on vit très vite, quand on a cette fureur de vivre,
c'est souvent parce qu'on peut comprendre ou savoir intérieurement en soi qu'on ne va pas aller au bout des choses. Je pense qu'il en avait conscience sans savoir et sans connaître finalement sa destinée. Bien entendu. Mais vous parliez de la mort tout à l'heure. Justement, c'est un sujet qui le fascine. Il l'a abordé plusieurs fois, même en interview. Le 2 mars 1965, après sa chute justement 6 mètres plus bas en contrebas de la Seine, il avoue « J'ai peur de la mort. Ma vie est une course contre la montre et contre la mort. J'y pense tout le temps. » Oui. Quand un homme est au zénith du succès, ce qui était son cas en 1965, il était l'idole absolue de toute une jeunesse. Quand vous avez le succès, vous avez tout, l'argent, la célébrité, tout, vous avez peur de la mort. Parce que c'est des jouets formidables dans la vie. Et de quitter cette vie, ça vous semble injuste. Et puis n'oublions pas quand on a le surnom d'idole. Les idoles, ça vient de Dieu, de ce grec, finalement. Les dieux ne meurent jamais. Donc il y a une espèce de philosophie de vie judéo-chrétienne, quelque part, qui nous entoure de par notre éducation ou notre religion. On ne peut pas mourir, un Dieu ne meurt jamais. Il a une vie, même au-delà de sa vie terrestre, il peut avoir une vie spirituelle. Mais c'est une angoisse pour quelqu'un qui a tout. Parler avec des gens qui ont cette réussite formidable, qu'ils ont eu, pas de naissance, mais qu'ils ont obtenu, en tout cas par le travail, ils ne veulent pas mourir. Quand on a tout, parce que la vie est un jouet formidable, du coup. Les gens qui veulent mourir, qui veulent quitter cette terre, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi ou parce que la vie ne les a pas gâtés, malheureusement, souvent. Et donc Claude François faisait partie des gens gâtés, il en était très conscient, même si je pense que toute sa vie durant, il a été vraiment un garçon malheureux. Malheureux parce qu'incompris par l'intelligentsia parisienne, qui détestait à l'époque Claude François. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il était adoré au-delà de 50 km de Paris, Claude François. Il faisait un triomphe sur toutes les scènes de France. À Paris, jamais. C'était toujours des succès un peu méprisés par les médias. Comme étaient les critiques auxquelles il a dû faire face au début de sa carrière. Je pense à une de Claude Sarraute dont vous parlez. Oui, quand il a fait son premier Olympia en 64 en vedette, par exemple, Claude Sarraute l'a assassiné dans la presse. Parce que il y avait ce mépris de cette chanson yé-yé, etc. Alors il faut dire qu'en 64, il avait encore des textes un petit peu, on va dire, légers, très légers. Après, intelligemment, Claude François a évolué dans sa carrière. Il s'est entouré de très grands auteurs, lui-même ayant inspiré et en tout cas écrit aussi une grande partie de ses chansons. Mais après, il a eu Étienne Roda-Gil, il a eu des Gilles Thibault, des gens absolument magnifiques qui l'ont habillé sur mesure, comme Eddie Marnay, comme Pierre Delanoë, et j'en oublie. Donc, non, je pense qu'il a été très très malheureux dans son existence, tout en étant finalement, en ayant un bonheur de vivre son succès intensément et sa vie. Il a vraiment brûlé sa vie intensément, Claude François, absolument. Alors Claude François décède le samedi 11 mars 1978 et je découvre dans votre livre qu'en fait, il n'est pas mort sur le coup, qu'il a même failli s'en sortir. Oui, ça c'est une révélation assez étonnante. J'ai posé la question aux enfants de Claude François, s'il m'autorisait à publier autant de détails. Oui, c'est très détaillé, c'est vraiment minute par minute. Oui, ça les honore déjà les enfants. Parce qu'au bout de 40 ans, on peut révéler certaines choses. Je pense qu'on ne choque plus de la même manière. En tout cas, le livre n'est pas fait pour ça. Oui. Mais ce qu'il faut résumer, c'est qu'il n'aurait pas dû se trouver, Claude François, dans cette salle de bain, le 11 mars 1978. La vraie révélation du livre, pour moi, et je le dis pour la première fois à une caméra, il n'aurait jamais dû se trouver dans cette salle de bain le 11 mars 1978. Il n'aurait pas dû mourir, Claude François, ce jour-là. Pour plein de raisons. 3 raisons essentielles. Il y avait des gros problèmes d'installation électrique dans cet appartement en général du 46 boulevard Excellence. Claude François l'avait noté sur une note de service et il avait demandé qu'on vienne vérifier son installation électrique. L'électricien est venu le mardi 7 mars 1978. Seulement ce jour-là, dans la matinée, Claude François dormait encore dans son appartement. Donc l'électricien n'a pas pu visiter et contrôler l'installation électrique de la chambre et de la salle de bain qui communiquaient. Donc il a dit à sa secrétaire, il a dit c'est pas grave, je reviendrai le lundi prochain, lundi 13 mars. La secrétaire a dit d'accord, en plus Claude François ne sera pas là. Dans son appartement, il devait dormir au Moulin de Danemois pendant 3 jours. Très bien, ils prennent rendez-vous. Donc déjà, l'installation, je pense que l'électricien aurait, s'il avait contrôlé ça le 7 mars, il y aurait eu des modifications à mon sens dans les jours suivants. Deuxième chose, il ne voulait pas faire les rendez-vous du dimanche de Michel Drucker, qui s'enregistrait le samedi 11 mars. Il ne voulait pas la faire.
pour de bonnes raisons, parce qu'il était fatigué, débordé, parce qu'il avait déjà fait plusieurs fois l'émission récemment, donc il ne voulait pas la faire, tout simplement. Et puis son attachée de presse, Marie-Thérèse à l'époque, a insisté pour la faire, Michel Drucker a insisté, donc s'il fallait faire le 11 mars, il fallait rentrer la veille pour faire l'émission le 11. Il fallait rentrer le vendredi soir de Genève, où il était la veille pour faire une émission avec la BBC. Donc déjà, si Michel Drucker n'avait pas insisté, et je dis ça au 8e degré, évidemment. Oui, évidemment, on ne va pas mettre le... Non, mais j'ai d'ailleurs appelé Michel Drucker, avant de sortir ce livre, qui m'a autorisé aussi, avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme, à préciser qu'il avait insisté. À publier la note de service que Claude François avait dictée, en tout cas, pour dire qu'il ne voulait pas faire son émission. Et puis la séduction et le grand professionnel qui est Michel Drucker a fait que Claude François est venu. Il a dit, bon allez, ça m'ennuie, mais je vais venir pour toi, Michel. Et au lieu de rentrer le samedi après-midi à 17h, il est rentré le vendredi soir, donc il est repassé à son appartement pour se retrouver dans la salle de bain le lendemain matin. Et puis la dernière chose, quand il est rentré de Genève... Troisième raison. Troisième raison, la tour de contrôle à Genève, de l'aéroport, a autorisé le plan de vol du décollage de l'avion le vendredi soir après 22h, alors que c'est rigoureusement interdit à l'époque pour les avions civils après 22h. Donc il n'aurait pas dû être à Paris ce soir-là. Il était sur le tarmac à 22h10. Très précisément. Et c'est Claude François qui a insisté, qui a demandé dans l'avion à parler à la tour de contrôle avec le pilote, pour finalement dire je fais Drucker demain, il faut que je rentre ce soir à Paris. Au long de ces trois raisons, Claude François n'aurait pas dû se trouver dans sa salle de bain, véritablement. Et c'est, je crois, c'est vérifié et argumenté, prouvé en tout cas. Dans le livre, tout à fait. Dans cet ouvrage, absolument. Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre pour cet entretien. Je rappelle Claude François, 14 284 jours, 40e anniversaire, l'agenda inédit de toute la vie de Claude François. C'est édité chez Flammarion. Merci encore. Mais je vous en prie. À la semaine prochaine. Super, impressionnant. C'est génial. Bonjour.